c'est-à-dire représenter le Canada français comme monarchique attaché à ses monarques français. C'est une façon gentille de les inclure dans le projet canadien. Et d'ailleurs, le Canada se présente lui-même, dans sa mythologie, comme l'union de deux couronnes. Et chacun de vous est porteur de ce message. Regardez les armoiries qui figurent sur votre passeport. Qu'est-ce que disent les armoiries du Canada? Le Canada est l'union de deux couronnes. Vous avez un lion anglais à gauche, un lion français à droite, et par-dessus, vous avez un lion canadien qui tire la langue avec son petit d'érable. Et lors du 400e de Québec, Laurent Flair a présenté l'histoire canadienne comme une continuité monarchique, de Champlain à Michael Jean, d'Henri IV jusqu'à Elizabeth II. Donc, cette architecture châteauesque à la française est une façon habile à la fois de réconcilier le Canada français avec le reste du pays. Il y a des moments difficiles, la pendaison de Louis-Riel. Donc, cette architecture permet de les inclure dans le projet sans menacer la route. Autre cliché, là je ne l'ai pas en main avec moi, que j'ai trouvé à Paris dans un marché aux puces, une carte postale. Le 300e anniversaire de Québec, 1908. Une très belle carte postale en accordéon. Et ce qu'on y voit, c'est évidemment un Québec qu'on ne veut plus voir. Un Québec d'abord symbolisé par sa nature, les chutes romanciques. Mais tout le reste de cette carte postale, c'est soit des édifices religieux ou même des processions religieuses. C'est ça le Québec tel qu'on le représentait en 1908 et qu'un touriste français a acheté pour l'envoyer à quelqu'un. Alors, ça m'amène à une question. Si aujourd'hui on avait à faire une carte postale emblématique du Québec, il est fort probable qu'on ne choisisse pas un édifice religieux. Ni la basilique Saint-Anne-de-Beaupré, ni l'oratoire Saint-Joseph, ni la basilique Notre-Dame. Ça m'étonnerait qu'on en fasse un emblème immobilier du Québec. Par contre, il y a des nations qui ne se gênent pas de faire d'un édifice religieux un emblème national. Une cathédrale, par exemple, plusieurs nations, c'est le dépôt immobilier de la mémoire nationale. Et parfois, même des cathédrales modernes peuvent être le cas. Je vais vous donner deux exemples saisissants qui viennent de l'étranger. La Catalogne, à Barcelone, un monument extraordinaire, la Europe 163. La Sagrada Familia. Un édifice imaginé en 1867, les travaux ont commencé vers 1880. Ça, c'est l'intérieur de la Sagrada Familia. Par un génie, Antoni Gaudí, qui a mis 40 ans de sa vie et il est mort sans qu'elle soit achevée. J'ai visité ce monument-là il y a quelques semaines et j'avoue que j'étais assez bouleversé parce que, bon, c'est magnifique, c'est un ouvrage encore en construction. Le monde entier accourt pour voir la Sagrada Familia et payer 11 €, donc l'équivalent de 15-16 $, pour y entrer. C'est une façon de faire financer la construction. Donc, le monde entier finance la construction de la Sagrada Familia. Mais c'est une magnifique métaphore, c'est une façon de représenter matériellement une nation en construction. Et une cathédrale, c'est un ouvrage généralement de la tradition européenne qui se fait sur des siècles, sur plusieurs générations. Et c'est souvent un peuple anonyme qui construit une cathédrale, ce n'est pas nécessairement des princes. Et d'ailleurs, quand vous pouvez mettre la 164 ou la 170 à l'intérieur, lorsqu'on entre, on voit des ouvriers qui travaillent à l'intérieur de la Sagrada Familia. La 200 pour voir l'extérieur. Un autre exemple d'édifice religieux, la cathédrale de Cologne en Allemagne, qui a miraculeusement survécu à la destruction lors de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, la cathédrale de Cologne est l'édifice le plus photographié de toute l'Allemagne. Elle symbolise à sa façon la nation. Une cathédrale dont la construction remonte au 8e siècle, et Cologne est probablement une des villes les plus anciennes d'Allemagne. Son nom vient de Colonia en latin, c'était une colonie romaine. Donc c'est la ville de la mémoire longue allemande. Et la cathédrale est un peu le symbole de cette nation qui a survécu à la destruction et qui se maintient dedans. Au Québec, les édifices religieux n'ont pas pu encore aujourd'hui jouer ce rôle. Et bon, Madame
quelle a été, enfin, on peut donner des éléments de réponse ce matin. Et je constate donc qu'on n'a pas au Québec de symbole immobilier aussi puissant qu'une cathédrale ou qui aura un effet équivalent à une cathédrale. Un autre élément qui m'a frappé lors de mes voyages, c'est que certains peuples arrivent quand même à monumentaliser les échecs, les luttes non concluantes, ce que nous faisons assez mal ici. Je vais vous donner deux exemples qui viennent encore de l'étranger. La 112 de Rome. Alors, à Barcelone, il y a un monument moderne, ça c'est juste un gros plan, qui symbolise la défaite de 1713-1714. C'est l'équivalent pour les Catalans de notre conquête allemande. La Catalogne, qui était donc un royaume souverain avec sa monnaie, ses institutions, l'équivalent d'un parlement qui remontait à 1265, perd son indépendance, tombe sous la domination de la Castille et ne s'en remettra pas tout à fait. Donc c'est l'équivalent de la conquête. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans ce monument, c'est qu'ils arrivent quand même à lui donner une existence monumentale et assez positive. Alors, vous voyez sur l'inscription, aux morts en la défense des libertés et des constitutions de la Catalogne au siège de Barcelone de 1713-1714, et c'est inscrit en 4 langues. Catalan, espagnol, français, anglais. Vous pouvez voir la 166, on va avoir plus une idée de sa forme. Dans l'Europe, dans ce cas-là, la 116. Bon, oui, on voit le monument, qui est encore un monument vivant, qui inspire les amoureux, avec des fleurs, des gerbes qui sont déposées, qui est proche de la vieille cathédrale gothique de Barcelone. Donc c'est un monument vivant. On peut créer un monument qui est complètement mort, qui ne presse pas les gens, etc. Mais non, là, c'est un monument vivant, qui est très simple, élégant, qui n'essaie pas de trop en rajouter dans son environnement, mais qui symbolise un échec, mais qu'on transforme en quelque chose de positif. Imaginez qu'au Québec, on crée un monument et qui dit à tous ceux et celles qui sont morts de les libertés et les chartes de la Nouvelle-France. Point. Les Catalans font une chose équivalente. Une autre chose que font les Catalans, qui est assez extraordinaire, en 1937, en pleine guerre civile espagnole, l'Espagne républicaine, à l'exposition universelle de Paris, crée un pavillon dessiné par les architectes catalans, où il aura présenté d'ailleurs le fameux Guernica de Picasso. En 1992, pour les Olympiques, les Catalans décident de reconstruire à l'identique ce qu'ils appellent le pavillon de la République. Et en plus, c'est devenu le siège du Centre d'études historiques internationales de Barcelone, qui est un des think tanks du catalanisme historique à Barcelone, quand même. C'est un exemple, donc, comment une nation arrive, par la culture matérielle, à se rendre visible dans l'espace public et à utiliser le monde matériel pour matérialiser la nation. Ce que nous ne faisons pas beaucoup au Québec. Je pourrais donner d'autres exemples, mais comme le temps file. Et ça me permet d'ailleurs de nommer cette chose que j'observais en Catalogne. J'ai rencontré un historien de la Catalogne, je lui ai dit mes impressions. Je lui ai fait observer que, par exemple, quand je me suis promené à Barcelone, il n'y a presque rien qui rappelle l'existence de l'État espagnol. La Generalitat, c'est le nom qu'on donne là-bas au gouvernement catalan, la Generalitat de Catalunya est partout, ou la Catalogne. Elle est célébrée partout. Pas nécessairement en mettant le mot Catalogne partout, mais par exemple, l'architecture catalane, que les gens connaissent très bien, célèbre une Catalane industrielle, ingénieuse, inventive, qui a un sens prononcé de l'esthétique, une esthétique qui n'est pas espagnole.